Quand on fait de l'investissement, c'est pas de l'immobilisme, hein. J'investis et puis ensuite je m'adapte à toutes les évolutions. C'est dans le sang qu'on fait les meilleures affaires, malheureusement. Quand je dis dans le sang, c'est surtout référence à la crypto-monnaie et la bourse, tu sais, Bien quand sûr. c'est rouge. Bien sûr. Parce que si on achète quand c'est tout en haut, ça sert strictement à rien. Quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un, je donne tout. Si l'immobilier baisse, demain chute, c'est comme si tout chutait, tu vois ce que je veux dire? Je préfère toucher plus de monde plutôt que de toucher 10 fois la même personne. Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Ça va, Jérémy? La forme? Impeccable? Et toi? Bah écoute, moi toujours, hein, comme tu le sais, Bon. c'est un honneur de pouvoir échanger avec toi sur ce podcast de l'Arche. Avec plaisir. Je t'explique un petit peu le concept, même si il y a certaines questions que je vais te poser qui diffèrent un petit peu des autres, d'où voilà, aujourd'hui ta position. Aujourd'hui, le concept, il est très simple, c'est de mettre en lumière en fait des parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont réussi. Quand je dis réussi, c'est pas financièrement, c'est des personnes qui ont trouvé leur voie, qui sont aujourd'hui animées par ce qu'ils font, qui sont heureux de vivre de leur passion. Et pour ce faire, en fait, je dis toujours qu'une image vaut 1000 mots. Imagine un petit peu un gars qui rentre dans une salle de sport, d'accord, qui est timide, qui a peur et qui voit en fait au fond de la salle un homme hyper costaud avec un t-shirt de lui et une photo de lui quand il a commencé. Et tu vois, le message, en fait, ça veut dire regarde pas où j'en suis, mais regarde de là où je viens. Ça veut dire que tout est possible. Et en fait, plutôt que de montrer le résultat, on montre le chemin. C'est un petit peu le but de l'Arche. Ok. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir te poser quelques questions justement dans ce concept. Savoir un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à devenir ce docteur en droit fiscal que tout le monde connaît. Et également, ces nouvelles prouesses récentes. Voilà, tu nous en parleras un petit peu, mais je te laisse te présenter. Merci Jérémy pour l'invitation. Je m'appelle Simon d'Aragon, je suis docteur en droit fiscal, comme tu l'as dit, et j'ai un certain nombre de casquettes que je vais récapituler en quelques mots. Évidemment, ma première casquette, donc en tant que docteur en droit fiscal, je suis devenu maître de conférence à l'université. Donc en gros, je suis un prof de la fac. Je dirige un master de droit fiscal, donc je forme les fiscalistes de demain. Donc je forme les étudiants qui vont devenir des fiscalistes. Et à côté de ça, je suis chef d'entreprise, puisque je dirige un certain nombre d'entreprises. La plus connue, évidemment, tu l'as mentionné, celle qui fait que j'accompagne des personnes du monde entier, sur la partie fiscale notamment, sur la partie investissement de manière plus générale, avec pas mal de gens assez connus, hein, des sportifs de haut niveau, des influenceurs, des youtubeurs, des gens de la télé-réalité, etc., etc., et des chefs d'entreprise de tous les secteurs. Et puis à côté de ça, je suis un vrai entrepreneur, puisque j'ai d'autres activités, d'autres entreprises. J'ai une entreprise dans le vin, j'ai une entreprise dans le bâtiment. Bon, c'est pas le sujet du jour. Et une activité récente. Alors, tout le monde me dit, mais est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Mais à fond, carrément, c'est de l'entrepreneuriat. Puisque, comme tu le sais, j'écris des textes et je fais un peu de slam depuis pas longtemps. Donc voilà, en quelques mots, la présentation. Et ce qui fait aussi que je m'épanouis dans cette matière fiscale, j'essaie d'être au plus proche de l'actualité. Je travaille avec un certain nombre de responsables politiques. Je les aide pendant la loi de finances, pendant le projet de loi de finances et la loi de finances. Voilà, on essaie d'être au plus proche de tous avec un slogan, rendre la fiscalité accessible à tous, c'est-à-dire utiliser des mots simples pour expliquer des choses complexes. Ok, cool. Bon, ça fait beaucoup de choses à dire, hein, et félicitations déjà pour ce parcours. Merci. Si tu me permets, moi j'aimerais décortiquer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, moi je te connais Simon depuis quand même un petit moment maintenant, mais je connais pas le Simon d'avant. Hein, c'est ça qui m'intéresse un petit peu. Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, quel est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à cette vocation justement fiscale, qu'est-ce qui t'a animé, est-ce que dans ta famille des gens faisaient déjà ce métier-là, est-ce que tu as baigné dedans ou est-ce que vraiment un jour tu t'es levé, tu t'es dit je veux travailler dans la fiscalité, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je remonte où exactement? Le plus tôt possible. Bon, moi j'ai la chance de venir d'une famille plutôt aisée, je dirais classe moyenne plus, on va dire. Donc j'ai grandi, j'ai jamais été dans le manque, j'ai grandi très convenablement avec les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents. Alors ma mère est également docteur en droit, d'accord, prof à l'université également. Okay. Elle a également été magistrate, donc tu vois, le domaine juridique, c'est quelque chose que j'avais pas trop loin de moi. Mon père plutôt dans le domaine bancaire. Ouais. Donc c'est vrai que d'un côté il y a les chiffres, de l'autre, bon finalement la fiscalité n'était pas trop loin. Je dirais que le déclic, ça a été quand j'étais à la fac, à l'université. Un jour, je vais voir le doyen, avec qui je m'entendais très bien, et je lui dis, voilà, il y a deux matières qui me passionnent.
le droit pénal. Le droit pénal qui est un peu, tu sais, la matière que tout le monde adore. C'est ça. Parce que c'est des plaidoiries. C'est large. Et finalement, le slam n'est pas si loin. Ouais, c'est clair. Enfin, tu vois le lien, mais on y reviendra. Donc, le droit pénal et le droit fiscal. Et le doyen, il me regarde, et lui, c'est un spécialiste du droit pénal. Et il me dit, j'ai un conseil à vous donner. Soit vous préférez aller voir vos clients en prison pour les défendre, soit vous préférez aller voir vos clients sur un yacht pendant l'été. Il m'a dit, à vous de faire votre choix. La question est vite répondue. Alors, je sais pas, en tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, il m'a dit, je vous conseille, si vous aimez ça, si vous pensez réussir à performer là-dedans, de faire du droit fiscal. Moi, ça me plaisait déjà, j'ai décidé d'approfondir cette matière. Ok. Et du coup, quand tu as décidé d'approfondir, bon, il y a eu le début, il y a eu le prémisse. Au tout départ, tu avais commencé comment sur les réseaux? Comment ça s'est... Alors, pour le coup, les réseaux sociaux, j'ai vraiment découvert ça très tard. Ouais. J'ai fini ma thèse en 2017, je suis devenu docteur en 2017. Okay. Et à partir de là, je commence à... Bon, j'étais déjà enseignant à la fac, mais je commence à développer ma première entreprise. Et j'ai la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Notamment une personne qui me dit un jour, Simon, il faut que tu t'y mettes. En fait. Christopher. On peut le citer, j'ai pas de problème. Voilà, bien sûr. Plaisir, j'ai pas de Donc problème. Christopher qui me dit, écoute Simon, franchement, mets-toi sur les réseaux, viens, on fait une story. Et moi, je lui dis très, très spontanément, je dis, mais tu sais, moi, Chris, je suis quelqu'un de sérieux, moi, je suis pas sur les réseaux. Bien sûr. Et en fait, j'avais cette barrière qui consiste à penser que les réseaux sociaux donnent une image un petit peu négative, dégradée, c'est pas sérieux. Ouais. Et ce jour-là, en fait, quelques semaines plus tard, j'ai compris, je m'y suis mis petit à petit, puis aujourd'hui, j'y suis quand même correctement. Bien sûr. J'ai compris qu'en fait, on pouvait être soi-même tout en étant sur les réseaux sociaux, et c'est ce que je m'attelle à faire. Je le fais à ma manière. Alors, tout le monde me donne des conseils en communication. Tout le monde me dit, tu devrais faire ça. Tu devrais découper tes clips en 50 réels pour que ça fasse plus de vues. C'est pas mon truc, donc je le fais à ma manière, je le fais comme ça vient, et moi, ça me va comme ça. Et ça fonctionne comme ça. En tout cas, ça me va comme ça. Je sais pas, ça fonctionne peut-être pas aussi bien que... Voilà, mais... Est-ce que les réseaux sociaux ont eu un réel impact pour toi dans ta communication, ton développement, ta stratégie? Est-ce qu'il y a vraiment eu un avant et un après en termes... Est-ce que ça a plutôt changé ta vision ou est-ce que ça a plutôt changé le type de client que tu as attiré? Alors, ça m'a apporté deux choses essentielles. La première chose, c'est que ça m'a permis de toucher des personnes que j'aurais jamais touchées. Je pense notamment aux sportifs de haut niveau ou aux influenceurs qui sont par définition sur les réseaux sociaux une bonne partie de la journée et qui étaient à la recherche et qui sont à la recherche, comme tout le monde, d'accompagnement. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a obligé encore plus à simplifier tout ce que je disais. Puisque j'ai toujours été dans cette logique de transmettre en étant accessible à tous, permettre à tout le monde de comprendre. Moi, j'ai toujours dit, si un gamin de 14 ans ne comprend pas ce que tu dis, c'est que c'est toi qui n'es pas au point. Ouais, c'est clair. Parce que ça veut dire que tu n'as pas réussi à mettre les bons mots sur ce que tu es en train d'expliquer. Les réseaux sociaux, ça t'oblige à ça. Si tu fais une vidéo en parlant de l'article machin du Code général des impôts, tout le monde s'en fout. Par contre, si tu mets des mots simples, ça vaut le coup. Donc voilà les deux choses que ça m'a vraiment apporté. Des clients particuliers que j'aurais certainement jamais touchés. Et de l'autre, cette capacité à transmettre en simplifiant les choses. Ok, cool. Je vais utiliser maintenant un petit peu ton expertise, si tu me le permets. Bien sûr. Moi, ça fait 8 ans que j'investis dans l'immobilier. Je profite que tu sois là. Quel est aujourd'hui ton constat, on va dire, sur les 8 dernières années de la fiscalité immobilière en France? Ces modifications, ces changements, le constat à aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire une petite synthèse avec 3-4 conseils au milieu. Le premier conseil, c'est d'abord, que je donne à tout le monde, ceux qui nous regardent, de ne pas se fier au bruit de couloir. Ça fait 10 ans, un peu plus, que je fais de la fiscalité à un certain niveau. Ça fait 10 ans qu'on me dit que le LMNP va disparaître. Moi, ça fait 10 ans que je travaille vraiment dans la fiscalité et qu'il n'y avait jamais rien eu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc déjà, bien se renseigner avant de relayer des choses dont on n'est pas sûr. Ça, c'est un premier point important. Les textes de loi, ils sont votés d'une certaine manière. Il suffit d'aller regarder l'Assemblée nationale et Sénat, voir s'il y a vraiment quelque chose. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un président de la République qui est arrivé en 2017, si je ne me trompe pas, et qui n'était pas forcément favorable aux investisseurs immobiliers, puisqu'il a décidé de transformer l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire qu'en gros, il a sorti de cet impôt tout le patrimoine financier, et il y a laissé dans l'immobilier, que l'immobilier, ce qui sous-entend qu'il était plutôt favorable à l'investissement financier qu'à l'investissement immobilier. Bon,
Ceci étant dit, on va dire que c'est les deux points fondamentaux de départ. Je crois que c'est une logique implacable. Investir dans l'immobilier, ça permet d'avancer, ça permet de se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, en France, on a la chance de pouvoir faire un effet de levier auprès des banques. On s'enrichit tous les mois, ça va sans dire. Même si la fiscalité est lourde, on s'enrichit tous les mois. Donc ça, c'est 3 constats déjà qui me semblent importants. Après, d'un point de vue purement fiscal, on a un régime extrêmement intéressant qui est le loueur meublé non professionnel, que tu connais évidemment, en nom propre. Mais on a aussi la capacité d'investir en société, ce qui donne des possibilités quand même intéressantes, avec des montages un peu plus techniques évidemment. C'est quand même des possibilités intéressantes. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une réforme de la fiscalité immobilière qui risque d'arriver dans l'année ou dans les 2 années à venir. Donc il va falloir être vigilant, il va falloir suivre tout ce qui se passe et adapter ses stratégies. Il va falloir faire des arbitrages. Quand on fait de l'investissement, c'est pas de l'immobilisme, hein. Ouais, bien sûr. J'investis et puis ensuite je m'adapte à toutes les évolutions. Voilà en quelques mots. Après, clairement. si tu as des questions précises. J'en ai quelques-unes, mais déjà ton constat il est intéressant. Enfin, la façon dont tu expliques les choses, c'est intéressant. Quand tu dis c'est pas de l'immobilisme, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il faut investir et puis on retraite. Et on garde. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il faut jongler justement quand on voit qu'il y a un bien qui commence à rentrer dans l'imposition, on s'en débarrasse. Potentiellement, si on veut vraiment le garder, pourquoi pas faire un obo immobilier si on veut vraiment le garder pour repartir sur un nouvel amortissement. Bien sûr. Il y a des choses à faire. Il y a des stratégies que tu as plus ou moins évoquées, mais quand on a des sociétés, de remonter des dividendes, de réinvestir la flat tax non payée, potentiellement dans de nouveaux biens, il y a plein de choses à faire. Tout à fait. Mais c'est vrai que la vision des personnes aujourd'hui quand ils investissent dans l'immobilier, tu sais, c'est j'achète, je garde, et puis tu sais, un peu comme papy-mamie avant. Exactement. Sauf que papy et mamie, ils ont raconté qu'ils se sont fait défoncer par les impôts. Surtout en fin de vie. Oui. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup... Moi, j'ai plein de clients. Hein. Ils ont 60-65 ans. Ils ont tous les biens immobiliers qu'ils ont acquis il y a quelques années. En plus, en SCI à l'IR, donc en location nue. Et ils se retrouvent tous les ans à payer des impôts énormes, alors qu'ils feraient bien de vendre rapidement, de se constituer des liquidités, un patrimoine financier qui laisse travailler. Voilà. Ouais, bien sûr. Chaque situation amène à une stratégie différente. C'est pas la même quand on a 25-30 ans que quand on a 60-65 ans. Donc ça, c'est vraiment, t'as raison, c'est important. Ce côté immobilisme, moi, je me tue à le répéter, mais on n'est pas là pour collectionner et pour additionner des biens. Il faut avoir une vraie stratégie. C'est ça. Et d'ailleurs, donc c'est bien que tu parles de tranche d'âge. Aujourd'hui, alors je sais que la fiscalité est complexe, qu'on ne peut pas donner si on avait une recette miracle pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui, par exemple, à un jeune qui essaye de se lancer dans l'immobilier? Quand je dis jeune, je vais te parler par tranche, mais on va dire pour les 18-25 ans. Quelle vision tu pourrais donner à un jeune de 18-25 ans qui a son premier CDI, je sais pas, dans les 1500-1600 euros, tu vois, c'est un peu la moyenne des Français. Quel serait ton conseil, toi, de lancement? Premier conseil, se familiariser avec le marché. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir un CDI, moi je le dis aux étudiants, les étudiants que j'ai à l'université, avant qu'ils aient un travail donc, parce qu'ils sont étudiants. Bien sûr. Je leur dis, il faut apprendre à se familiariser avec le marché, c'est-à-dire apprendre à faire des recherches sur le bon coin, voir un peu la valorisation d'un coin qu'on aime bien. Je sais pas, on a grandi par exemple, à Nice, sur la Côte d'Azur, il faut maîtriser le marché. Apprendre en fait à maîtriser un marché et apprendre à détecter les cas dans lesquels il y a une opportunité, avant même d'investir. Ensuite, une fois que j'ai un premier CDI, évidemment qu'il faut investir. L'investissement immobilier, ce n'est pas discutable. Vous imaginez, toi, tu le sais bien mieux que quiconque, je le dis plus pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Il y a une personne qu'on ne connaît pas, la banque, on ne connaît pas la banque, c'est quelqu'un qui nous fait confiance, mais on ne le connaît pas, qui nous prête de l'argent pour acheter un bien qui appartient à quelqu'un d'autre, et on a un locataire qui va rembourser l'argent qu'on doit à la première personne qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on est dans une relation triangulaire où, en fait, tous les mois, par définition, on s'enrichit. Ouais, clairement. Et ça, c'est indiscutable. Alors après, évidemment, il faut prendre en compte les taux, il faut prendre en compte la conjoncture, il faut faire son étude de marché, la rentabilité, toutes ces choses-là. Tu les expliques d'ailleurs très bien dans tout ce que tu fais. Mais c'est indéniable. Donc l'investissement immobilier permet de préparer l'avenir. Et ça, c'est pas discutable. Après, évidemment qu'il y a du travail, on n'y arrive pas, on ne va pas acheter le premier truc qu'on trouve sur le bon coin. Ça, on est bien d'accord. Et puis, il faut diversifier, je pense qu'on en parlera après, comme tu le disais la dernière fois, cycle financier, cycle immobilier. Exactement. Là, c'est vrai que la conjoncture est plutôt favorable aux financiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout son immobilier. Non.
mais ça veut dire qu'il faut se diversifier. Aujourd'hui, en financier, moi, je suis pas du tout un spécialiste du financier. Hein. Mais aujourd'hui, en financier, sur des placements sans risque, on arrive à faire du 4-5%. Ouais, bien sûr. D'après ce que je vois sur le conseiller en investissement financier Bien qui sûr. s'occupe de moi. 4-5%, sans rien faire, entre guillemets, Ouais, bien sûr. bah, ma foi, aujourd'hui, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, quand tu vois, tout à l'heure, tu parlais de taux d'intérêt, des choses comme ça. En fait, si tu veux, il y a eu une augmentation des taux. Bon, qui est finalement un retour à la normale des taux après on va dire, la bulle spéculative que nous avons eue avec des taux extrêmement bas Complètement. pendant quelques années. Mais les gens ont mal lu le marché parce qu'ils se sont dit, oh, il y a plein de gens qui ont relayé, il y a eu une baisse de 31% des transactions immobilières. Mais en fait, ça a été une baisse des transactions immobilières qui était due justement à l'augmentation de la hausse la baisse des taux et l'augmentation des transactions parce qu'on empruntait à zéro. Tout à fait. Donc en fait, on n'a pas eu une baisse, on a juste eu un retour à la normale. Et les gens aujourd'hui me disent, Jérémy, les taux sont à 4%, est-ce que je devrais investir ou non? Et la question que je leur pose, je leur dis, qui rembourse le crédit? C'est pas toi, c'est le locataire. Et là, c'est toi qui vas me répondre. Qu'est-ce que le taux d'intérêt, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on fait? On ne peut pas le déduire? C'est surtout que les intérêts d'emprunt, quel que soit leur montant, c'est-à-dire j'emprunte à 1 ou à 4%, c'est le même raisonnement, les intérêts d'emprunt sont des charges déductibles, des loyers dans tous les régimes fiscaux. J'insiste, dans tous les régimes fiscaux. Location nue comme location meublée. Clairement. Société comme nom propre. Ouais. Donc ça veut dire que les intérêts d'emprunt qu'on paye sont des charges déductibles. Donc à partir du moment où j'ai fait mon calcul de rentabilité et que je me rends compte que d'un côté j'ai un loyer de temps, de l'autre j'ai un crédit de temps, intérêt d'emprunt compris, si ma rentabilité est là, fiscalement, entre guillemets, si je choisis le bon régime, les intérêts d'emprunt étant déductibles, il peut, entre guillemets, rien m'arriver. Ben oui. Donc ça, c'est indiscutable. Et c'est pour ça que je dis beaucoup de personnes se soucient trop en fait de l'augmentation des taux, alors que la seule cause résultante immédiate, c'est qu'effectivement, ça augmente le montant de l'emprunt, parce qu'on emprunte plus cher. Donc la mensualité est plus élevée. Tout à fait. Encore plus, d'où l'intérêt de prendre la mensualité la plus petite possible, enfin en tout cas sur le crédit le plus long possible, Tout à fait. pour avoir augmenté le plus possible en fait on va dire l'écart entre le montant du crédit et les revenus locatifs, Tout à pour fait. augmenter justement la rentabilité, enfin le cash flow plus précisément. Donc le message que je voudrais passer à toi qui regardes ce podcast, arrête de te soucier du taux d'intérêt, à un moment donné peut-être qu'il rebaissera, ça sera peut-être l'heure de racheter. La seule valeur importante sur laquelle il faut se poser, c'est tant que avec ton crédit, avec tes revenus locatifs, je veux dire, tu peux payer ton crédit, payer tes charges et gagner de l'argent, il n'y a pas de sujet, quoi. En tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas investir. Mais clairement, Voilà. mais clairement. Alors bien sûr, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, il y a plein de choses à faire, hein, etc. Mais bon. Donc du coup, toi aujourd'hui, donc tu as accompagné pas mal de personnes, donc du coup dans l'investissement immobilier. Quand on parle d'investissement en nom propre, d'investissement en société, pour toi, quel est on va dire le moment où on doit prendre une décision? Je sais ce que tu vas me répondre d'avance, hein, mais c'est une question qu'on me pose souvent, d'accord? Bien sûr. Jérémy, est-ce que je dois investir en nom propre? Est-ce que je dois investir en société? Pourquoi? Comment? Etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Déjà, il n'y a aucune raison de ne pas commencer par investir en nom propre. C'est-à-dire qu'il y a, je le dis dans l'autre sens, il n'y a aucune raison de commencer en créant une société. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que tu me disais tranche 18-25 ans, ok, premier investissement, il n'y a aucune raison que l'investissement ne soit pas fait en nom propre. Aucune raison de créer une société, donc. Ouais. Donc déjà, ça permet de répondre à tous les, on va dire, primo-investisseurs que tu pourrais avoir et qui te poseraient la question. Bon. Deuxième point, à partir de quand je bascule en société? Il y a plusieurs réponses possibles. La première réponse, c'est de dire, OK, on a des seuils dans la location meublée non professionnelle à ne pas dépasser. À partir du moment où je vais dépasser ces seuils, si je souhaite rester en non professionnel, alors il faut créer une société plutôt que d'investir en nom propre pour respecter les seuils du LMNP. Donc deuxième réponse, attention, au moment où vous allez franchir les seuils du LMNP, ne les franchissez pas et basculez sur un investissement en société. Troisième type de réponse, si j'investis à plusieurs. Si on investit à plusieurs, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec d'autres investisseurs, il est évidemment recommandé d'investir en société pour une raison très simple, c'est que les statuts de société et éventuellement un pacte d'actionnaires, d'associés, viennent sécuriser l'investissement qu'on fait à plusieurs. Si on investit en indivision, c'est quoi le risque? Toi et moi, on investit en indivision. Imaginons, on prend l'exemple pour ceux qui nous regardent. Bien sûr.
on investit tous les deux, on va acheter un appartement ensemble. Indivision, tu peux préciser pour ceux qui savent pas. Indivision, ça veut dire qu'en gros, on va toi et moi, Jérémy et Simon, à la banque et on crée pas de société. Voilà. Et on investit en nom propre tous les deux. Quel est le risque ? Le risque, c'est que si on investit ensemble, donc tout se passe bien, on s'entend bien, c'est pas la question de pas bien s'entendre, Bien mais sûr. demain, désolé, je te fais mourir dans l'exemple. Mais c'est toujours moi, de toute façon. Demain, tu décèdes. Je t'ai fait mourir parce que toi, t'as un enfant alors que moi, j'en ai pas. Mais demain, tu décèdes. Ouais. Moi, je me retrouve en indivision avec tes héritiers. Tes héritiers, c'est madame et ton enfant. Ouais, bien sûr. Moi, demain, je décède. Toi, tu te retrouves en indivision. Eh ben, je suis pas marié, je suis pas pacsé et j'ai pas d'enfant. Tu te retrouves en indivision avec qui ? Avec mes parents. Ça veut dire que tu dois discuter avec mes parents de qu'est-ce qu'on fait du bien immobilier. Tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas voulu au départ. Ouais, ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer, bien sûr. mais une situation que tu n'as pas voulu au départ, alors que dans une société, dans les statuts, on va pouvoir tout prévoir. Jérémy décède, voilà ce qui se passe. Simon décède, voilà ce qui se passe, etc., etc. Donc les statuts permettent de sécuriser une relation à plusieurs. Donc créer une société quand on investit à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus opportun. Du coup, justement, dans ces cas-là, que je connais, hein, mais c'est bien de d'énumérer quelques cas, du coup, quelles sont les clauses qu'on pourrait mettre, justement, pour se prémunir ? Alors, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les clauses, j'en donne juste quelques-unes. Ouais. Par exemple, il y a une clause, peu importe le nom des clauses, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a une clause qui prévoit qu'en cas de décès, je reprends ce cas, en cas de décès, les héritiers de Jérémy ne pourront pas rentrer dans la société avec Simon. Par contre, Simon devra leur verser une indemnité représentant la valeur des parts de Jérémy. Donc, ça permet aux héritiers de Jérémy de récupérer une somme d'argent et ça permet à Simon d'être protégé dans la société où il était d'accord pour être avec Jérémy, mais pas avec les héritiers de Jérémy. Et inversement. Voilà un exemple de clause qui peut exister. Après, il y a des clauses, il y en a tellement dans les Mais effectivement, c'est une des parts intéressantes. Et tu sais, j'en parle souvent justement quand il y a des personnes non mariées, non pacsées, qui sont ensemble avec des enfants de d'autres parents, tu vois, de parents, familles recomposées, etc. bien sûr. Et à ce moment-là, on me dit, ouais, Jérémy, qu'est-ce que... Moi, je dis une société à l'IR, ça peut être intéressant. Une SCLIA, notamment, tu sais, pour quand même acheter une résidence principale en conservant les avantages de la résidence principale. Ah oui, bien sûr, pour la résidence principale, voilà, bien sûr. En conservant les avantages de la résidence principale et en ayant des statuts pour pouvoir justement se protéger. Tout à fait. Pour le coup, très bonne recommandation. Hein. J'ai été bien formé. Non, mais la résidence principale est venue un peu tard, du coup, j'attendais ta pression. Mais oui, pour la résidence principale, tu as raison. La SCI à l'IR permet de continuer à bénéficier de l'exonération de plus-value au moment de la revente. Donc, et la société permet de sécuriser si j'ai des enfants nés d'une première union pour éviter les difficultés en cas de succession. Donc oui, complètement, bien sûr. Magnifique, c'est bon, je suis bien. Justement, tout à l'heure, alors je vais soulever aussi un point, je vais en profiter que tu sois là. Tout à l'heure, tu as parlé d'un seuil LMNP. Tu peux nous faire quelques petites précisions parce que je crois que tu es un des rares à bien l'expliquer, dans le sens où... Non, mais c'est vrai. Alors ça, je sais pas, mais... Non, mais en tout cas, moi, quand je l'explique, les gens comprennent. Il y a plein de gens sur les réseaux, quand je l'explique, qui me disent « Mais tu dis n'importe quoi ?» Je dis « Je suis pas sûr de dire n'importe quoi, parce que j'ai quand même quelqu'un qui s'y connaît assez bien, qui m'a expliqué. » Mais je t'en prie. Alors, le seuil LMNP, il est pas si simple à expliquer, tu as raison. Et surtout, les textes sont pas clairs. Oui, voilà, c'est ça. Les textes sont pas clairs. C'est-à-dire que la manière dont est écrit le texte n'est pas claire parce que ça marque 50% des revenus. Je sais à quoi tu fais référence. Tu vois ce que je veux dire. Alors, je suis en location meublée non professionnelle, ou plutôt, je deviens loueur meublé professionnel si je remplis 2 conditions cumulatives. Donc, je deviens professionnel si je remplis 2 conditions cumulatives. C'est-à-dire, si je remplis les 2, je deviens professionnel. Désolé, je répète, mais parce que c'est important, mais je sais. Donc, je deviens professionnel si, première condition, mes loyers meublés, charges comprises, sont supérieurs à 23 000 € par an. Et deuxième condition, si mes loyers meublés, charges comprises, sont supérieurs au revenu professionnel imposable du foyer fiscal. Revenu professionnel imposable du foyer fiscal. C'est pas le revenu fiscal de référence. Oui, bien sûr. Revenu professionnel. Professionnel imposable. Revenu professionnel, c'est les salaires. Revenu professionnel imposable, c'est les salaires de Monsieur X, moins les 10% ou les frais réels. Le montant qu'on trouve, ça, c'est un revenu professionnel imposable. Ok. Voilà. Qu'on soit bien clair. Bien sûr. Qui apparaît dans les textes, et c'est pour ça que tout le monde s'embrouille un peu, il y a marqué qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 50% du revenu brut, machin. Sauf que, en fait, 50%, ça ne doit pas dépasser 50% de l'ensemble. Et donc, du coup... Il faut en fait tout simplement gagner plus avec l'un que l'autre. Exactement. Et les gens, à chaque fois, ils divisent par 2. Et je sais qu'il y a pas mal de comptables qui, comme ils n'ont pas forcément investi et ne sont pas forcément spécialistes immobiliers, sont mal à l'aise avec cette règle également. Donc, si je résume, si j'ai
30 000 euros de revenus, donc LMNP, loueur meublé non professionnel. Charge comprise. Charge comprise, hein, voilà, toute charge comprise. Et que finalement, de l'autre côté, j'ai 35 000 euros de revenus du foyer fiscal pondéré. Alors, revenu professionnel imposable pour être précis. Voilà, professionnel pondéré. Ouais. Je suis donc au-dessus de mon LMNP et à ce moment-là, je reste en LMNP. Tout à fait. Bon, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'explique, mais malheureusement, il y en a plein. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Au moins là, c'est ancré. C'est 50%, c'est machin. Oui, ils ont raison à la fois. Oui, sur la règle, ils ont raison. Mais il faut qu'au moins 50% des revenus viennent effectivement de la location meublée pour dépasser, si ça dépasse les 23 000 euros, etc. Autre petite chose, petit détail. Quand les personnes donc, font de la location meublée qui dépassent les 23 000 euros et qui sont en location courte durée. Je savais que tu allais y venir, j'ai failli le dire direct, et puis j'ai attendu. Il y a une petite variante, j'ai un élève à moi qui m'a appelé l'autre jour, il me dit « Ouais, Jérémy, mon expert comptable me dit n'importe quoi. Il me dit que quand je fais de la location meublée, je suis soumis à charge sociale sur tous mes revenus, etc. » Dès 23 000 euros. Alors, en effet, quand on fait de la location courte durée, ça a changé l'an dernier, il y a 2 ans, pas plus. Ouais, tout à fait. Quand je fais de la location courte durée, dès que je dépasse le seuil de 23 000 euros charges comprises en courte durée, je bascule dans le paiement de charges sociales applicable aux loueurs meublés professionnels. Ce qui fait qu'en fait, il y a une sorte de 2 seuils. Il y a un seuil courte durée et un seuil longue durée. Ouais. Un seuil courte durée à 23 000, un seuil longue durée aux revenus professionnels imposables. Ouais. Et d'ailleurs, comme tu le sais, tu pourrais très bien dépasser les 23 000 euros. Comme cette nouvelle taxe se fait que sur le bénéfice, tu peux ne pas être en bénéfice pendant 5 ans. Et donc, tu as un forfait, c'est ça, de 1 200 euros. Alors, oui, bien sûr. Alors, sur le résultat, en gros, les charges sont payées sur le résultat. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Et donc, du coup, quand tes charges dépassent tes revenus locatifs, tu n'as pas les charges sociales classiques à payer, tu as un forfait de 1 200 euros, je crois, à l'année. À peu près, 1 200 ou 1 300. Ouais, 1 200 ou 1 300, ouais. Donc ça, c'est le truc. En gros, ils se disent, bon, voilà, si tu as été assez malin pour faire des travaux, pour avoir de la dotation aux amortissements, etc., et que finalement, tu n'as pas d'impôt, on va quand même te mettre un petit forfait. Exactement. C'est important, ça. Et dans ces 23 000 euros, autre question qui m'a été posée, dans ces 23 000 euros, tu sais, quand on dit on dépasse donc les 23 000 euros en location courte durée, est-ce qu'il faut que les 23 000 euros soient de la courte durée ou est-ce que ça peut être un mélange de longue durée et de courte durée? Alors là, c'est intéressant. Du coup, imaginons, alors je suis obligé de prendre un exemple chiffré là pour le coup. Imaginons que tu as des revenus professionnels imposables de 50 000. Ouais. Ta location courte durée, tu sais qu'il ne faut pas que ça dépasse 23. Oui. Mais tu peux très bien avoir 20 000 en longue durée aussi. Oui. Donc imaginons 23 à courte durée, 20 à longue durée, ça fait 43. Oui. En face, il y a 50 de revenus professionnels imposables. On est OK puisqu'on respecte à la fois le seuil de la courte durée, à la fois le seuil de la longue durée. Ah, ok. Très bien. Ça va ? C'est une précision. C'est une précision. C'est important, ça, on m'a posé la question, là, je crois hier ou avant-hier, parce qu'ils savaient, mes élèves, qu'on allait se voir. Et c'est vrai que c'était flou, ça aussi. Ouais, bien sûr. C'était flou parce qu'en gros, tu as un seuil de 23 000, mais est-ce que c'est un mélange de location courte durée ou longue durée, ou est-ce que les 2 seuils, finalement, sont cumulatifs dans la mesure du possible? Exactement. Si jamais, bien sûr, les revenus du foyer fiscal sont plus élevés. Et peut-être juste une dernière précision pour, du coup, tous ceux qui nous regardent, très importante. J'insiste, c'est la première année où vraiment il est annoncé une réforme de la fiscalité immobilière. Donc, il faut être attentif sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que ça va nécessairement bouger. Il y a des travaux parlementaires en cours. On va voir ce qui en découle. Je pense qu'on va avoir la réforme au 1er janvier 2025. S'ils ne sont pas prêts, ce sera peut-être au 1er janvier 2026. Ça laissera une année supplémentaire dans ce qui existe. Mais il faut vraiment être attentif. D'ailleurs, il y a eu quelques changements actuellement qui ont déjà été actés. Est-ce que tu peux les partager un peu avec nous ? Alors, actés, je parle notamment sur le LMNP. Pour l'instant, actés vraiment, non. Acté vraiment applicable applicable en ce moment, non. Par contre, il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale qui est en discussion actuellement au Sénat. Donc le Sénat pourrait la valider, qui consisterait à retirer dans le LMNP pour la location courte durée uniquement. De tourisme classé juste pour la courte durée, plus globalement, au moment de la revente, on tiendrait compte des amortissements qui ont été pratiqués pour le calcul de la plus-value. Là, ça devient un peu technique. Mais c'est en cours d'évolution.
pareil, on pourra évidemment, mais tout le monde le sait, on pourra faire un live pour en discuter, etc., pour bien cadrer. Si ça bouge, de toute façon, je ferai en sorte d'informer le maximum de personnes. À ce jour, le changement justement de l'abattement forfaitaire des 71% a été modifié. Ça a été modifié. Ça a été modifié, mais ça, c'est que pour ceux qui sont en location de tourisme classé. Tourisme classé, meublé de tourisme, c'est comme ça qu'on les appelle, les meublés de tourisme. Et là, pour le coup, alors c'est assez amusant, l'abattement, il était de 71%, il est passé à 30%. Et il a été indiqué que c'était une erreur au moment où ça a été voté. C'est-à-dire que les responsables politiques eux-mêmes ont dit dans une communication « Ah, on s'est trompé en votant ce truc-là », mais toujours est-il qu'il est là. Donc on ne sait pas trop comment ça va être traité, on ne sait pas trop si à la prochaine loi de finances, ils vont remodifier le truc. Bon, affaire à suivre. Et du coup, le LMNP reste à 50% actuellement. Le régime micro classique à 50%. Bon, on s'en fout, nous on fait du réel de toute façon, hein, mais bon, exactement. Voilà, c'est juste pour ceux qui se poseraient la question. Donc il va y avoir potentiellement des changements. Donc en tout cas dans les starting blocks, ça serait plutôt sur la location courte durée. Ouais. Il y a une réelle volonté de l'État de taper un peu sur les courtes durées. Est-ce que tu... Alors, je sais pas s'il y a une volonté de taper. C'est une question. Hein. Ouais, bien sûr. Je sais pas comment c'est, on va dire, pensé, mais ce qui est certain, c'est que la location courte durée, et de manière générale, le Airbnb, pour le dire très sans filtre, parce que c'est comme ça qu'on l'évoque, il est assez mal vu de manière générale. Bon, déjà, ça a mis un gros coup à tout l'hôtelier, bien sûr. Bon, ça, évidemment. Et surtout, on se rend compte qu'il y a des villes, pas forcément en France, mais qui sont en train de devenir des villes où il n'y a plus que de la location courte durée. Il y a même des gens qui n'arrivent plus à se loger alors qu'ils travaillent dans la ville. Donc, en fait, on veut éviter ça en France. Et donc, du coup, d'une part, on est plutôt en train d'encadrer la courte durée. Dans les grandes villes, tu le sais, comme Nice, il y a des phénomènes, on appelle ça des lois de compensation. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais de la courte durée... Comme à Bordeaux aussi. Comme à Bordeaux, tu dois compenser... Avec un autre logement. Avec un autre logement. Et deuxième point auquel il faut faire très attention, c'est que de plus en plus, on a ce qu'on appelle un plafonnement des loyers ou un encadrement des loyers qui permet de limiter la rentabilité qu'on pourrait avoir sur des locations, notamment, je pense aux colocations, etc. Donc attention, ça c'est pas de la courte durée, mais c'est un phénomène qu'il faut avoir en tête quand même. Justement, tu m'avais alarmé là-dessus il y a quelques mois, maintenant, il y a plusieurs mois, sur la colocation justement. Tu m'avais dit, Jérémy, fais attention, il est possible que, on ne sait pas aujourd'hui. Moi, si tu veux, quand je vois que de plus en plus de villes pensent à encadrer les loyers, je pense forcément à ceux qui font de la colocation et qui ont une rentabilité énorme au mètre carré. Mais si demain on te dit que tu es limité à 15 € du mètre carré pour la location, ta colocation, la rentabilité, elle est morte. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc je dis toujours, et moi ça fait 4 ans que je le dis, attention à ceux qui font que de la colocation, parce que j'ai peur qu'avec le plafonnement des loyers, tôt ou tard, ça devienne compliqué. Ouais, clairement. Ouais, donc le résultat, moi, tu sais, je prône toujours dans tout ce que je dis qu'il n'y a pas de meilleure stratégie. Hein, le but, c'est d'avoir plusieurs business models. Location longue durée, c'est cool. Courte durée, c'est cool. L'achat-revente, c'est cool. L'alcool, c'est cool. C'était référence au film. Ah ouais. Tu connais pas? Non. Tiens, il dit, bon, bref, c'était une référence. Je pense que je la mettrai dans le podcast. L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Et en gros, dans l'idée, c'est d'utiliser plusieurs business models en se disant, si demain, effectivement, le LMNP est moins rentable, on a de la SCI. Si la SCI est moins rentable, on a la location courte durée qui a un chemin un petit peu différent. Pourquoi pas de la sous-location? Pourquoi pas du marchand de biens? Pourquoi pas? En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que la fiscalité, c'est une sorte de trousse, une caisse à outils, je sais pas comment on dit exactement. Clairement. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à tout cumuler. Parce que dans chaque statut, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, clairement. Il faut essayer de prendre les avantages de chaque statut. La meilleure stratégie n'existe pas. Enfin, elle existe, mais elle est personnalisée. Exactement. Obligatoirement. Exactement. D'ailleurs, toi, comment tu fais donc, tu as un client qui vient te voir, il a plein de questions, etc. Quel est ton process d'accompagnement pour une personne qui souhaiterait y voir plus clair? Très simple, il y a en fait deux possibilités. Soit tu es sur un one-shot où vraiment on va être, on détermine une stratégie et ensuite il faut l'appliquer. Ou alors on est sur un accompagnement comme on a ensemble, où toute l'année on travaille ensemble, on se voit régulièrement, on fait des points réguliers, tu as des questions, etc. On travaille ensemble. Donc c'est deux process différents. Dans tous les cas, il y a une première prise de contact par téléphone où je prends toutes les infos et je vois comment je peux aider la personne. À partir de là, j'envoie un devis. Si le devis est accepté, on fixe un gros rendez-vous ensemble pour la restitution, pour retravailler sur la situation et valider la stratégie. Ouais, clairement. J'ai une règle très simple et je sais qu'elle m'est propre. Quand je suis en rendez-vous avec quelqu'un, je donne tout.
Hmm. Il n'y a pas de rétention d'infos. Ouais, bien sûr. En fait, je mise, et ça c'est ma stratégie à moi, je mise sur le fait que la personne, je veux qu'elle devienne autonome. Je veux plus qu'elle ait besoin de moi. Et tu vas me dire, c'est un peu bizarre parce que du coup, on peut pas refacturer, le client revient pas, etc. Mais justement, c'est ça mon objectif. Et pourtant, le client, il reste. C'est que sur le principe, en fait, ils reviennent pas parce qu'il va me recommander à tellement de monde autour de lui que je sais que finalement, je préfère toucher plus de monde plutôt que de toucher 10 fois la même personne. Ouais, et puis en plus, c'est très malin parce que finalement, moi, je suis venu et puis je suis jamais reparti. Ça parce que toi, tu as des besoins qui nécessitent qu'on travaille ensemble toute l'année, Ouais, bien etc. sûr. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que l'accompagnement, évidemment, après, en plus, on noue des relations, Ouais, des bien vraies sûr. relations humaines qui sont Exactement. différentes, évidemment. Exactement. Quelle est ta vision, si tu veux pas te prononcer, tu as le droit, quelle est ta vision aujourd'hui de l'économie en France et de sa direction, que ça soit sur l'immobilier? Tu sais, il y a plein de gens aujourd'hui, sans parler de sujets plus précis, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui se posent des questions sur où va la France actuellement par rapport à son déficit, par rapport... Alors, je sais pas si tu as ta nature à pouvoir parler de ça, mais quel est ton avis, soit de citoyen ou soit de fiscaliste? Déjà, il y a un point important, c'est que le déficit, ce qu'on appelle le déficit ou ce qu'on appelle la dette publique, c'est deux choses différentes, mais en fait, c'est ce qui permet de dire est-ce que la France économiquement, ça va ou est-ce que ça va pas. Et tu sais, on a des notes qui nous sont attribuées par des agences de notation, notamment américaines, les 3 principales, elles sont aux États-Unis, qui permettent de dire la France va économiquement bien ou pas trop bien. Pourquoi notre dette publique et notre déficit doivent être maîtrisés? Juste pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'en fait, si tu ne maîtrises pas ta dette publique ou ton déficit public, en fait, plus personne te prête d'argent. Et si personne ne nous prête d'argent, on ne peut pas payer les différents services publics. Ou alors, on va emprunter à des taux très importants. C'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir nous. Hein. Donc, l'État français, il a besoin d'emprunter de l'argent pour payer toutes ses dépenses. S'il n'a pas une bonne note, ça va lui coûter plus cher. Donc, ça va nous coûter plus cher en termes de fiscalité. Ouais, bien sûr. Donc, quand le ministre de l'économie se bat pour faire baisser la dette et pour baisser le déficit, il a raison. Il a raison, c'est la seule solution pour pouvoir emprunter de l'argent pas trop cher et faire face à tout ce qu'on a. Après, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas 50 solutions pour améliorer la situation économique d'un pays. C'est soit je baisse les dépenses publiques, ça veut dire que j'arrête en gros de payer un certain nombre de services publics parce qu'il y en a marre de faire face à tous ceux qui ont besoin de tout et de payer tous les services publics auxquels une personne aurait potentiellement droit. Donc, je sais pas, ça pourrait être de dire, à partir de maintenant, la consultation chez le médecin, elle coûte 30 €. Je dis n'importe quoi, c'est pas ce que je veux. Bien sûr, mais bien sûr, c'est un exemple. C'est un exemple pour dire, on arrête d'offrir ce service, entre guillemets, et on le rend payant pour pouvoir faire... Donc, soit on baisse les dépenses publiques, soit on augmente les impôts. Il n'y a que 2 solutions. Tu peux le tourner dans tous les sens. Il n'y a que ces 2 solutions. Soit tu baisses les dépenses, soit tu augmentes les impôts. Ou les deux pour essayer d'améliorer un peu la situation économique de notre pays. Donc, la situation économique de notre pays étant pas fameuse en ce moment, on va forcément aller dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de solution autre que celle-ci. Donc pour toi, aujourd'hui, là, il va y avoir forcément l'une ou l'autre, soit une augmentation des impôts. Complètement. Encore une fois, après, politiquement, leur choix, c'est de dire qui est-ce qui subit cette augmentation. Oui. Est-ce qu'on la fait subir à tout le monde? C'est-à-dire, par exemple, on augmente de 2 points la TVA. Par exemple, on passe de 20 à 22% le taux de TVA. Ou est-ce qu'on décide de mettre un impôt sur les très grandes entreprises ou de taxer plus ceux qui ont des très gros revenus? Ou de réduire les avantages pour ceux qui en ont moins. Exactement. Ça, c'est des choix politiques. Après, là, on n'est pas là pour se prononcer là-dessus. Ça nous regarde pas, bien sûr. Mais tu vois, un peu juste pour comprendre les mécanismes, les mécanismes, c'est cela. Et pour toi, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir en France? Dans l'immobilier, on parle d'immobilier. Oui, dans l'immobilier. Alors là, pour le coup, moi, je n'investis qu'en France. Oui. Je suis d'ailleurs plutôt opposé à l'investissement à l'étranger, mais ça, c'est un autre sujet. Si tu veux, on peut en parler après. Mais bien sûr. moi, je suis très attaché à l'investissement en France parce que je trouve qu'on peut maîtriser tous les aspects. Bon, maîtriser la fiscalité, c'est mon métier, donc ça va. Mais on est sur un territoire qu'on maîtrise. Donc oui, évidemment, j'encourage bien sûr à l'investissement immobilier en France. Encore au jour d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, malgré la conjoncture qui est, on le sait, difficile. Ouais, bien sûr. On n'est jamais monté aussi haut dans les prix, les taux sont plus élevés qu'il y a un an ou deux, mais c'est toujours pareil, c'est une question d'analyse de marché. Bien sûr. Tu peux trouver à n'importe quel moment, à n'importe quelle période, tu peux trouver des opportunités. Mais moi, tu prêches un convaincu. Hein. Tu sais, moi, je le dis, je suis encore en train d'acheter plusieurs biens ici en France. Bon, actuellement, je commence à l'étranger. Quand tu le sais, peut-être on peut en parler après. Mais en tout cas, c'est un message important aussi parce que bon, tu as quand même une analyse, on va dire, comment je peux expliquer ça, une figure d'autorité
D'accord. Donc, bon, même si aujourd'hui, moi, on va dire, je peux te considérer comme une figure d'autorité maintenant sur les réseaux, même si j'ai pas voulu cette étiquette, mais quelque part, je l'ai un petit peu. Mais le fait, voilà, d'avoir un professionnel du secteur qui lui aussi m'aide à dire que c'est bien d'investir en France, c'est une bonne chose. C'est bonne chose parce que il y a encore de belles choses à faire. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, on est peut-être rentré plus dans un cycle financier. On le voit avec la crypto, etc. actuellement, qui est en train qui a le vent en poupe. Mais finalement, c'est toujours cyclique. Donc ça veut dire que moi, j'ai acheté de la crypto quand elle était au plus bas, quand personne n'en voulait. Bientôt, je vais racheter de l'immobilier quand personne n'en voudra. Bien sûr. Et c'est là où on va s'enrichir. Pendant que d'autres, en fait, vont dire « Ah non, j'en veux pas ». Ils vont attendre que l'immobilier il remonte. « Ah, ben maintenant, j'achète. Ah mince, j'aurais peut-être dû en acheter avant. » Complètement. Tu rappelles la crise des subprimes 2008, c'est ça ? 2008, ouais, bien sûr. 2008, 2009 en France, je crois, ça a suivi un peu. Ouais, dans la foulée. Ouais, donc là, ah non, l'immobilier, ceux qui ont acheté à ce moment-là, bien sûr. Ils se sont gavés. Ils se sont gavés comme jamais. Donc, c'est dans le sang qu'on fait les meilleures affaires, malheureusement. Quand je dis dans le sang, c'est surtout référence à la crypto-monnaie et la bourse, tu sais, quand c'est rouge. Bien sûr. Parce que si on achète quand c'est tout en haut, ça sert strictement à rien. Parlons un petit peu étranger. Bon, en français, hein, si tu me l'accordes. Complètement. Du coup, comme tu le sais, j'ai pour vocation actuellement d'investir à l'étranger, de partir m'installer à l'étranger. Alors fiscalement, je vais rester en France. Hein. Je pense qu'on aura le temps hors caméra d'en discuter un petit peu plus, parce que mes entreprises sont françaises, vont rester en France, etc. Je pars pas pour ces raisons-là, pas des raisons fiscales en tout cas. Du coup, quel est ton regard, toi, sur l'investissement à l'étranger ? Pourquoi, effectivement, tu mets une zone de limite ? Quelles sont tes appréhensions, tes peurs, tes doutes par rapport à ça ? Alors, c'est encore une fois, c'est basé sur un raisonnement, c'est pas juste des peurs, on va dire, qui me sont propres et qui sont personnelles, c'est basé sur un vrai raisonnement. C'est-à-dire que quand l'investissement à l'étranger, par définition, c'est un investissement risqué, parce qu'il est à l'étranger. Bien sûr. Donc c'est par définition. Quelqu'un qui investirait à l'étranger, allez, 1/5, 1/10 de son patrimoine global, moi j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucune difficulté à ce que quelqu'un qui aurait, je sais pas, 1 million de liquidités décide de mettre 200 ou 300 000 dans un autre État pour faire de l'investissement, peut-être rentable, faire de la courte durée, aller en profiter de temps en temps, peu importe la règle, mais ça ne me gêne pas. Par contre, ce qui m'embête, c'est de voir de plus en plus d'investisseurs français qui n'ont pas forcément, entre guillemets, réalisé d'investissement en France ou très peu, et qui décident de mobiliser toute leur liquidité. Parce qu'on ne peut pas emprunter pour investir à l'étranger, sauf exception. Mais ceux qui nous regardent, s'il y en a un ou deux, c'est le maximum. Ouais, clairement. La banque ne nous prête pas pour investir dans un autre État. Donc je vais mobiliser toutes mes liquidités pour aller investir dans un pays que je ne maîtrise pas, où peut-être il y aura de la rentabilité, et qui représenterait certainement, en tout cas dans ce que je vois souvent, plus d'1/5 de mon patrimoine global. Moi, ça, je dis non. Je dis non parce que c'est pas cohérent avec la stratégie d'investissement qu'on doit avoir. Par contre, quelqu'un qui, j'insiste, je le redis, quelqu'un qui aurait déjà réalisé plein de choses côté français, qui aurait des liquidités d'un certain montant et qui décide d'investir une partie de ses liquidités dans un autre État, j'ai aucun souci avec ça. Mais toujours pareil, après analyse de marché, après analyse de la fiscalité, après toutes ces choses-là, évidemment. C'est une répartition. Exactement. Donc moi, je suis plutôt défavorable parce que je trouve qu'on a tellement de choses à faire en France que je ne comprends pas pourquoi on se tourne trop vite vers l'étranger. Mais si j'ai fait plein de choses en France, évidemment que je peux m'ouvrir à l'étranger naturellement et investir une partie de mon patrimoine à l'étranger, bien entendu. Tu accompagnes des personnes justement qui investissent à l'étranger, bien sûr, sans citer de nom. Ces personnes-là réussissent, ça fonctionne très bien, ils gagnent de l'argent. Ou pour toi, c'est mitigé. Alors pour moi, c'est complètement mitigé. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. C'est toujours pareil. Mais dans l'investissement, c'est toujours pareil. Il y a la réussite qu'on voit et puis il y a la galère que tu as eue avec, avec le gars qui t'a fait les travaux, etc. Ah, mais clairement. Non, mais voilà, je parlais en France. Voilà. En France, on a tous les mêmes problématiques. Ah, oui. C'est un peu le jeu sur les réseaux sociaux de montrer la fin du projet et de pas trop montrer ou de moins montrer les galères qu'on a pu avoir. Encore que toi, je sais que tu le fais, tu montres toutes les étapes, etc. Donc... Ta question, c'était ? C'était, sans citer de nom, est-ce que les personnes que tu accompagnes gagnent de l'argent Alors, est-ce que tu remarques qu'il y a un réel intérêt à placer des billes à l'étranger plutôt qu'en France ? C'est, encore une fois, analyse de marché obligatoire. J'ai envie de dire, quand tu es quelqu'un de très connu, que tu investis à l'étranger, et que l'entreprise, par exemple, qui te fait la construction, etc., comment dire, fais en sorte que ton bien soit un peu plus visible. Sur Airbnb, t'as un peu plus les faveurs d'Airbnb parce que
parce que tu as beaucoup de biens, etc., évidemment que ce sera plus simple d'avoir de la rentabilité. Moi, je parle du petit gars qui a 25-30 ans, qui a peut-être 100 000 euros de côté parce qu'il a hérité des donations, peu importe, et qui décide d'aller investir dans un pays qu'il ne maîtrise pas. Et ben franchement, moi, je le ferai pas. Et je lui recommande pas de faire ça. Ouais, clairement. Voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette limite-là que Ouais, je bien pense qu'il sûr. faut fixer. Oui, parce qu'il faut dire qu'en France, avec 100 000 euros, tu lèves 1 million. Donc c'est quand même con de. Alors 1 million, je sais pas. Je sais pas si Bah, les banques vont... Enfin, ça dépend des banques, Non, mais ça dépend de la situation. Bien sûr. Du taux d'endettement, ça dépend. Mais sur le papier, 10% égale Exactement. sur le papier. Sur le papier, tout à Voilà, fait. bien sûr. Bien sûr. Bien Après, sûr. ça dépend bien sûr de plein de Moi, je plein de préfère critères. aller lever de la dette côté français. Ah oui. Bien sûr. Avoir un patrimoine d'1 million brut, entre guillemets, qui travaille tous les mois Bien avec sûr. des locataires qui remboursent, plutôt qu'avoir envoyé toutes mes liquidités dans un pays que je connais pas, dans une autre monnaie, etc. etc. Moi, j'ai investi, comme tu le sais, mon premier appartement là, donc à Dubaï. Je sais, ouais, bien sûr. Pour moi, l'objectif, c'est l'ouverture des frontières. T'as compris, hein. Bien sûr. Je me dis, tu vois, d'avoir un bien en fait dans chaque. C'est pas forcément pour aller gagner plus d'argent, parce que je sais que je vais gagner de l'argent aussi. Mais je pense que, pour moi en tout cas, la stratégie que je me dis actuellement, alors moi, c'est carrément acheter un appartement, mais il pourrait être intéressant, je pense, tu me dis de ton avis si tu le souhaites, d'avoir par exemple des parts dans plusieurs biens, dans plusieurs pays, Pourquoi pas? pour avoir une liberté de mouvement. Tu vois, en cas de. Pourquoi pas? Tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça peut pas être intéressant, tu Bah, vois? encore une fois, déjà dans ta situation, acheter un bien à Dubaï, de toute façon, on en a déjà Ouais, discuté. bien Je vois pas de frein particulier. Bien sûr, clair. C'est pas l'essentiel de ton Ah patrimoine. non, pas Enfin, du tout. pour moi, c'est tout à fait OK. T'apprécies aller à Dubaï, donc tu vas en profiter aussi. Bien sûr. Il y a une réelle, enfin, il y a une réelle stratégie. Il y a une autour cohérence, de- bien voilà, sûr. il y a une cohérence autour du choix que tu as fait. C'est Après- pas un pari jackpot où je me dis. Non, mais voilà, le jour où tu m'as appelé pour m'en parler, tu Ouais. m'as pas dit je le revends dans 2 ans et je suis sûr de faire tant de Non. plus-value. T'es pas parti dans cette logique-là. Ah non. Donc ça, il y avait une réflexion derrière, etc. Donc ça, c'est important de le dire. Après, oui, s'ouvrir à l'étranger pour avoir des billes à plusieurs endroits et faire la diversification, bien sûr. Moi, je comprends la logique. Mais j'insiste, d'abord la France. Oui. D'abord, on est français, on peut faire des belles choses en France Clairement. en faisant de l'emprunt. Chaque chose en son temps. Ouais, clairement. Mais c'est important de le dire aussi parce que d'appuyer sur ce point-là français, les gens aujourd'hui, bon, c'est vrai que de plus en plus on regarde vers l'étranger parce que voilà, la situation aujourd'hui n'est pas forcément au beau fixe, mais la relation qu'on a avec la France, ça peut être la relation qu'on a avec notre femme pendant une période de notre vie ou notre homme. C'est pas parce que tout va mal qu'il faut tout arrêter. Complètement. Bien au contraire, il faut rester quand c'est dur pour pouvoir apprécier ce qu'il y a de meilleur après. Et actuellement, c'est vrai qu'on est dans une phase compliquée, Bien sûr. mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire que tout est mort et que tout est fini. Et bien au contraire, je pense qu'il va y avoir 2024, fin 2024, début 2025. C'est ce qui est annoncé, Ouais. notamment par nos amis notaires qui connaissent des difficultés, hein, on le sait, beaucoup moins de transactions, Ouais, c'est etc. ça. Et qui envisagent une reprise début 2025. Ouais. Est-ce que moi, je pense que tu vois sur la petite analyse petite grosse analyse que j'ai essayé de faire. Tu vois, on n'a pas eu une baisse énorme pour l'instant des prix de l'immobilier. Bon, Bordeaux, ça a chuté un petit peu. Il y a 2-3 villes comme ça qui ont chuté un petit peu. On a une décorrélation justement avec la baisse des transactions et également les prix qui n'ont pas encore baissé. Les gens se maintiennent sur le marché immobilier. J'ai donné une analyse l'autre jour en disant que même si l'immobilier devait chuter, écoute le raisonnement, hein, même si l'immobilier devait chuter, pour moi, il ne chutera pas parce que c'est une valeur refuge aussi psychologique, comme si l'immobilier baisse, demain chute, c'est comme si tout chutait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je disais que comme si demain, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une volonté d'aider le marché immobilier pour qu'il se maintienne, parce que sinon, je pense que si le marché immobilier chute, en fait, psychologiquement, je pense que ça serait très dur pour je suis assez, pour tout le monde, je suis tu assez vois. d'accord avec toi. Bah, déjà, je crois que je sais plus exactement ce qu'on dit, mais quand l'immobilier va pas dans un pays, Ouais, rien ne va. c'est ça, exactement. Je crois que déjà ça c'est avéré. Et puis je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où je pense que la baisse de l'immobilier est vraiment liée à l'augmentation des taux aujourd'hui. C'est pas juste l'immobilier qui baisse, c'est l'augmentation des taux qui provoque la baisse de l'immobilier. Ça veut dire que si demain on entre sur un cycle plus favorable au niveau des taux, bah, l'immobilier naturellement va remonter. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. C'est ce que j'imagine aussi.
Wow, on n'a pas de boule de cristal. en fait. Non, bien sûr. Mais c'est de l'analyse, on va dire, C'est une cohérente. vision. Ouais, c'est une vision. Et puis de me dire, en plus, tu sais, il y a eu à un moment donné, le HCSF qui avait bloqué complètement les transactions. On a été bloqué par le taux d'usure. Le HCSF qui bloquait avec ses nouvelles restrictions. Les gens qui avaient mal compris, des mauvaises analyses, etc. Et on me disait, le marché immobilier, ça y est, il est mort. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que s'il n'y a pas de transactions immobilières, il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas d'émoluments notariés, il n'y a pas de société qui tourne, donc pas de travaux, donc encore des TVA. Ils ne se rendent pas compte, les gens, qu'en fait, ce n'est pas possible. Si ça s'arrête, c'est trop d'argent qui est à perdre dans les caisses. Il y a trop d'enjeux derrière. Mais oui, tout le marché immobilier, c'est pas possible. tous les promoteurs, tous les agents immobiliers, toutes les entreprises de travaux. C'est pas possible. Voilà, je ne sais pas si c'est possible ou pas. L'État aura plutôt intérêt même à réinvestir de l'argent pour relancer. Exactement. Parce qu'en gros, c'est comme si tu disais je mets 10, je récupère 100, quoi. Tu vois, ils auraient, bien sûr, ils auraient tout intérêt à aller remprunter et à dire bon, écoutez, je vois que c'est la merde. Hop, tiens, je vous remets 100 sur la table, c'est un exemple. Ils relancent le mois d'après, ils ont fait 200 de bénéfices. Tu vois, que si jamais ils le laissent mourir, c'est pas possible. Ils laisseront jamais s'effondrer un secteur comme l'immobilier. Mais c'est impossible. Ça, c'est une évidence. C'est impossible. Valeur refuge, trop psychologique, bien trop. Sûr, bien sûr. C'est au-delà des chiffres, c'est vraiment psychologique. Donc du coup, sur cette partie immobilier, on voit que bon, effectivement, on est attaché à la France, qu'il y a de belles choses à faire. En termes de fiscalité, le maître mot sur lequel j'aimerais plus ou moins conclure, c'est qu'il faut vraiment considérer que la fiscalité dépend. Le choix de la fiscalité dépend de nos revenus fiscaux de référence, des personnes avec qui on investit, parce que j'investis avec des amis, avec une personne avec qui je suis marié, régime de la communauté, séparation de biens, pacsé ou non, et qu'il n'y a pas de boule de cristal pour un avocat fiscaliste ou même pour moi à dire tiens, c'est ça la meilleure stratégie, donc la meilleure stratégie doit être le résultat d'une analyse approfondie, d'un départ de avec qui j'investis, quelle est ma fiscalité de départ, quels sont mes objectifs court, moyen, long terme, est-ce que c'est un placement retraite, est-ce que c'est préparer l'avenir de mes enfants, auquel cas la transmission au travers d'une SCI peut être intéressante, est-ce que je veux faire du cash flow, auquel cas le LMNP peut être intéressant tout de suite. Quel est du coup ce petit mot que tu aimerais que tu aimerais donner justement à toutes les personnes qui nous écoutent, justement par rapport à cette fameuse analyse de départ, de comment on peut se lancer dans les meilleures conditions par rapport à ce que je viens de citer. Commencer en nom propre, identifier l'intérêt d'investir en société, tu l'as dit, notamment investir à plusieurs et sécuriser une situation. Faites vos calculs de rentabilité et avancez. Et investissez. Parce que la fiscalité, évidemment, c'est important, mais c'est pas ce qui doit bien sûr. Décider si on avance ou si on n'avance pas. Et évidemment, personnalisez votre stratégie en fonction de votre situation, votre âge, votre situation maritale. Les objectifs. J'ai des enfants, pas d'enfants. J'ai des liquidités, pas de liquidités. Tout ça doit être pris en compte dans la stratégie d'ensemble. Et surtout, si je dois dire un mot pour terminer, travailler. Clairement. Ça va pas tomber. L'immobilier, c'est de l'analyse, c'est des recherches, c'est de la relation humaine avec les gens qui me font les travaux, etc. Bien sûr. C'est toutes ces choses-là qui font que je vais arriver à la fin à avoir un projet rentable. À partir de quel moment on consulte une personne comme toi, un fiscaliste, à partir de quel moment ça peut devenir intéressant? C'est une question qui m'est posée souvent. Bien sûr, il n'y a aucune règle. Je dirais même que c'est bien de le faire tout au début avant de commencer, parce qu'au moins, on met en place une stratégie moyen-long terme et on y va, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Alors évidemment, la loi, elle peut changer, donc il faudra peut-être faire un petit rendez-vous de mise au point pour faire les arbitrages, etc. Mais de toute façon, je l'ai dit, c'est pas l'immobilisme. Donc évidemment, il faut avoir une stratégie, mais cette stratégie, c'est pas je vais l'appliquer bêtement pendant 15 ans. C'est je me tiens au courant. De toute façon, on fait pas des bons coups en faisant un truc et puis ensuite en dormant pendant 10 mois, pendant 10 ans. Ça n'existe pas. Ah non, c'est mort. Donc, voilà, dès le début, ou en cours d'investissement pour mettre en place la stratégie future, et avec des petits points réguliers pour valider tout ce qui doit être validé. Donc ça peut être intéressant vraiment d'avoir une analyse complète au départ. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire justement ici combien coûte une analyse, par exemple un appel avec toi Alors il n'y a pas de règle. Je suis désolé, je ne peux pas trop répondre. En fait, il n'y a pas de règle. Je fais toujours un premier échange qui n'est pas facturé et qui me permet de savoir de quoi a besoin la personne. Et à partir de là, j'envoie un devis. Mais je peux pas. Enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle particulière. Chaque situation est différente. Comment on te contacte du coup Par mail ou sur les différents réseaux sociaux que tu connais. Je mettrai les liens en dessous, bien sûr. En dessous de la vidéo, de toute façon. Ok, super. J'aimerais conclure sur
les nouveautés. J'aimerais conclure sur les nouveautés. Tu nous as agréablement surpris. Hein, il y a pas longtemps, tu nous as sorti quelque chose de ton chapeau. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous racontes? Alors c'est incroyable en fait. L'idée m'est venue. J'étais en voiture dans l'ARP niçois. Et si tu veux, ça faisait quelque temps que j'avais la volonté de continuer à transmettre en matière fiscale et en matière d'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, mon expérience d'entrepreneur est aussi importante que mon expérience de fiscaliste. J'ai monté des boîtes, je travaille avec des centaines de chefs d'entreprise qui ont largement réussi dans tous les types de business possibles. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de transmettre différemment. Et à la base, là je te fais une confidence, personne ne le sait, à la base, je voulais réécrire les fables de La Fontaine d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire, je m'étais dit, je vais prendre les fables et je vais les retravailler et je vais en faire un truc stylé, genre La Cigale et la Fourmi, tourné en matière fiscale. Je travaillais, ça venait pas et c'était pas terrible en vrai. Ouais. En vrai, j'aimais pas trop. Et puis un jour, j'étais en voiture et je me suis dit, j'ai trouvé, c'est du slam qu'il faut que je fasse. Je vais écrire des textes, je vais transmettre par un biais différent. Moi, je suis musicien à la base, j'ai fait du piano quand j'étais jeune. Ouais. Et donc, je vais transmettre par un biais différent le slam. Ça mobilise pas ma voix d'un point de vue... parce que j'ai une voix qui ne va pas du tout si je me mets à chanter. Oui, d'accord. Donc, il fallait que ce soit quelque chose... T'as fait des tests? Je le sais parce que quand j'étais... T'as des vidéos? Non, quand j'étais gamin, comme je faisais du piano, et j'avais l'oreille absolue, on est quelques-uns à avoir l'oreille absolue, et donc du coup, t'entends tout ce qui est faux. Ouais, d'accord. Et moi, je m'entendais chanter faux. Ah, oui, imagine le truc, c'est-à-dire que tu t'entends toi-même. T'as pas des enregistreurs? Non, j'ai rien à vous donner. Il les arrive pas à les donner. Non, mais voilà, donc du coup, je savais qu'il fallait que je reste sur quelque chose de classique, mais par contre, je sais que j'ai une capacité importante à savoir bien écrire, parce que je suis docteur, en droit fiscal, j'ai écrit une thèse, j'ai écrit un bouquin, je sais écrire, voilà. Et donc, du coup, je savais que le choix des mots serait important. Donc voilà, l'album de slam a été annoncé à mon dernier séminaire. Les titres sortent en ce moment, les clips sortent en ce moment. Il y a un titre qui va sortir, la personne ne le sait, qui s'appelle Investir dans l'immobilier, justement, qui va faire référence à certains points qu'on a vus aujourd'hui. Et puis le prochain clip qu'on va tourner la semaine prochaine, qui s'intitule Les réseaux sociaux. Donc tu vois, 2 sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Parfait. Je veux dire, tu avais une volonté d'écriture, mais quand tu étais jeune, tu n'as jamais fait de slam avant. Alors, ça a été pour toi un véhicule. Exactement. Et je me suis dit, ce qui serait fort, et je crois que j'ai réussi, mais c'est toi qui vas me le confirmer, ce qui serait fort, c'est qu'au moment où ça va sortir, les gens vont halluciner, parce que les gens connaissent mon image et savent que je ne me livre pas, etc. Je suis très pudique, etc. Donc j'ai dit, les gens vont être surpris, mais si c'est bien fait, les gens vont voir ça presque comme une évidence. Ouais, clairement. Ils vont se dire, en fait, ouais, carrément. Ouais, grave. Et je crois que j'ai réussi ça. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Ouais, t'as réussi. C'est d'un côté, waouh, et de l'autre, ouais, mais normal, en fait. Ouais, bah ouais. Et je crois que j'ai réussi ce coup de force. On va dire que ça va... on en parlera hors caméra d'un projet que j'ai, etc. J'en discutais tout à l'heure avec Marion sur la route pour venir ici. Et en fait, on se dit, putain, mais en fait, ouais, tout est en train de prendre forme, en fait. Et toi, en fait, depuis que je te connais, ta seule vocation, c'est de donner la possibilité, justement, de transmettre ton savoir avec des mots simples. Exactement. Et là, aujourd'hui, tu as trouvé un véhicule qui, finalement, je sais pas, il est universel. Tu vois, et que personne n'a jamais fait. Et que personne n'a jamais fait. C'est nouveau. Si je te dis slam, tu penses à une seule personne. Oui, Grand Corps Malade. Ouais. Et tu penses à personne d'autre. Ouais, non. J'espère à Simon d'Aragon désormais, mais, ouais, bien sûr. mais tu penses à personne d'autre. Ouais, clairement. Mais... Donc, en plus, tu vois, c'est une vraie analyse de marché. Non, bien sûr. C'est un vrai business, entre guillemets. Clairement. C'est de l'entrepreneuriat pur. Clairement. Et c'est ça que je me tue à expliquer aujourd'hui. Bien sûr. C'est de l'entrepreneuriat. J'ai fait une analyse de marché. Ouais. Il y a un vrai projet. Ouais, mais je l'entends complètement. Je te dis, l'ampoule qui s'allumait pour moi dans ma voiture en venant, elle est pareille. C'est que je me suis dit, putain, il n'y a personne qui a fait ça. Comment ça se fait? Alors, soit effectivement, c'est qu'il n'y a pas de marché, soit ça veut dire que tu es peut-être sur la bonne place. Mais toi, en l'occurrence, en tout cas, félicitations, je te le redis encore. Merci. Parce que c'est bien écrit, c'est bien fait. Au fur et à mesure en fait, des paroles, on s'identifie très facilement, en fait, parce que moi, je suis chef d'entreprise, je suis investisseur immobilier. J'ai connu des galères sans nom. Et la dernière que j'ai écoutée de toi, justement, où tu reviens même en prémisse, tu parles de l'école, tu vois, de cette façon où on est un peu timide. Tu vois, c'est des trucs, en fait... Et tu sais, t'as une vraie analyse, quoi. J'ai un ami qui m'a dit une phrase, et le jour où il m'a dit cette phrase, en fait, j'ai compris ce que devait être le slam. Il m'a dit, tout ce qui est personnel est universel.
Mais clairement. En fait, il m'a dit tout ce que tu vas raconter qui vient du cœur, qui vient de mais toi, clairement. va être universel. Mais clairement. Et tu vois, tu vois, encore une fois, ça c'est quelque chose de très pertinent parce que du coup, bon, ça je peux le dire, mais je suis en train de préparer un programme complet justement sur le dev perso, sur on va dire l'estime de soi, etc. Et en fait, bon, moi, ça m'est venu parce que comme c'est quelque chose que j'adore la motivation, etc. J'adore ça, c'est quelque chose qui m'anime réellement. Et puis, je vois que tous les gens que j'ai accompagnés dans ma formation, dans mes différents programmes, je leur dis, si tu devais me définir, motivation, énergie, enfin voilà. Donc, bon, c'est pas moi qui le dis. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Mais tu vois, en fait, on se rend compte que quand j'identifie, par exemple, tu vois, les personnes, la peur, disent, voilà, j'ai peur d'investir dans l'immobilier. Non, en fait, t'as pas peur d'investir dans l'immobilier, t'as juste peur. La peur, c'est le manque de connaissances, le manque de repères qui fait qu'en fait, face à une nouvelle situation, t'es figé. Donc, si tu arrives à décorréler l'immobilier avec ta peur, on se rend compte que la peur, c'est la même que la première fois que tu as embrassé cette fille, la première fois que tu es rentré dans cette salle de classe où tu connaissais personne, la première fois que tu es monté dans cette voiture où tu te demandais, attends, il y a tous les rétros, il y a le... Tu vois Et en fait, tu vois, c'est universel. Complètement. Et c'est comme ça, en fait. J'avais des frissons de le dire. Mais si tu veux, dans mes débuts de formation, quand je leur fais détacher tout de suite de la peur qu'ils ont figée parce que l'immobilier me fait peur, non. Première fois que tu as embrassé cette fille, avant, moi, je me rappelle, devant le collège, je dois tourner la tête à gauche, à droite, tout le monde te regarde, tu t'approches, tu mets la langue, oh là là, tu ressors. Et moi, je me rappelle, la première fois, la fille, elle se retourne, elle fait BER devant tout le monde s'est foutu de la gueule. Bref. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est... Bah ouais, en fait, c'est universel. Les gens pensent qu'ils sont différents, mais personne l'est, en fait. Personne l'est, on a tous les mêmes peurs. On a des ressentis qui sont communs. Mais grave. Souvent des ressentis qui sont communs. Même si on a des appréciations qui sont différentes, tout à fait. L'être humain reste physiologiquement le même. Bien sûr. Et donc, on a au moins 90% des choses qui sont identiques. Donc, c'est vrai que là-dessus, il a entièrement raison. C'est une belle façon de conclure ce podcast. Donc, franchement, n'hésitez pas à me suivre sur cette partie-là aussi. Clairement. Avec plaisir. Spotify. Ah bah partout. Toutes les plateformes. Voilà. Toutes les plateformes, un peu sur les réseaux et voilà. Vous me direz ce que vous pensez des textes. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai vraiment très accroché depuis le départ. Je t'en avais fait un petit d'ailleurs. Et tu m'as fait un petit retour qu'on partagera pas ici parce qu'il était perso, mais un petit retour dont je me souviendrai. Mais chaud, comme moi j'écris, enfin voilà, je fais de la musique aussi, mais un peu différente, puisque j'étais quelqu'un, moi, qui était... tu sais, moi j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'étais très antisocial, anti-système, donc c'était du rap un peu violent, etc. Ça s'est adouci avec le temps, et aujourd'hui je fais toujours du rap, mais que quand j'ai bu un peu et que je suis avec mes amis. Voilà, tu vois. C'est vraiment dans mon cercle très très intime, mais c'est aussi quelque chose que je fais dans ma voiture quand je suis seul, quand c'est le seul moyen, le seul d'extérioriser moyen. Un peu d'extérioriser, où je suis tout seul, où j'ai mes émotions qui sortent, etc. C'est vraiment un véhicule que j'apprécie beaucoup. Et ça m'a donné quelques idées de t'entendre, donc cool. Bon, cool. bah, parfait. Merci beaucoup en tout cas Simon pour ce passage dans le podcast de l'Arche. Tu peux nous dire ton âge ? 33. 33 ans, voilà, ça c'est important parce que des gens vont me dire quel âge il a, ce jeune beau gosse. Donc voilà, si j'avais... Pourquoi le podcast de l'Arche ? Alors, pourquoi le podcast de l'Arche ? Parce qu'en fait, si tu veux, l'Arche pour moi, et tu verras, je t'expliquerai tout à l'heure la suite, l'Arche pour moi, c'est l'Arche de Noé. Okay. Alors, en gros, si tu veux, et j'avais envie de créer en fait un véhicule dans lequel je pourrais mettre en lumière des personnes venues de tout horizon, des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent quand ils étaient jeunes, leurs parents, ou des personnes qui viennent de la misère, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, ou même très peu, mais en tout cas qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Et tu vois, de mettre en lumière le fait qu'on peut être heureux juste au travers de choses simples, à condition de s'accrocher à sa passion et de ne pas écouter les autres. Et finalement, on a tendance toujours à se comparer au niveau 100 des autres. Et on est écrasé, en fait, si tu veux, par cette position. Tu vois, comme hier, j'étais avec Sarah, là, les Itos, et tu la vois sur une moto, tu te dis jamais j'arriverai à faire ça. Et quand elle te montre ses premières vidéos, tu te dis mais t'as commencé là. Et en fait, sur l'Arche, je voulais créer ça. Et en fait, pour moi, le but, c'était d'avoir un véhicule donc, qui était l'Arche, dans lequel tu sais un peu à l'histoire de l'Arche de Noé, où tu mets des personnes de toutes catégories et ensemble, on peut refaire le monde. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ce que j'ai envie, c'est de mettre en lumière n'importe quelle personne qui a réussi quelque chose. Et quand je dis réussi, c'est pas financier. Réussi quelque chose qui est heureux aujourd'hui et qui nous dise comment il a réussi à obtenir ça, quelles ont été ses galères, ses peurs, ses doutes. Et que chaque personne qui écoute ce podcast puisse se dire en fait, c'est faisable, c'est réalisable. Et si ça, c'est faisable et que je réussis, j'aurais réussi quelque chose d'énorme parce que c'est... Tu sais, quand j'étais jeune, je voulais être éducateur, moi, tu vois. Et
Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un véhicule qui me permet de m'épanouir sans avoir de vision financière, juste parce que je m'éclate et je me dis que chaque personne qui va écouter, si ça peut lui donner la petite étincelle qui lui manque, j'aurais réussi quelque chose. Eh ben, merci de m'avoir donné une petite place dans l'arche, alors. Eh ben écoute, avec grand plaisir, montez et c'est parti pour le voyage. Merci, Jérémy. Merci. À très vite. À très vite. Ciao. Ciao.